Non, je suis dans l'embarras pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, à l'invitation de Bernard, j'étais venu pour se présenter un livre qui non seulement n'est pas là, mais que j'ai même oublié moi-même, qui est mon bouquin, qui s'appelle Écologique, Q-U-E-S, c'est-à-dire, oui. Et je me suis trompé dans ma valise, j'en ai pris un autre, bon, peu importe. Mais écologique, pourquoi Q-U-E-S? C'est par une espèce de lointain geste de révérence et d'adieu définitif à Virgile, bien entendu. Alors, au milieu de ce bouquin, tout à coup, je traduis le bucolique de Virgile, et je mets d'ailleurs en citation la traduction par Valéry, qui est une traduction magnifique. Puis je besogne sur le texte après, mais ce n'est pas du tout virgilien, c'est justement adieu Virgile. Bon, alors, je signale quand même que j'avais l'intention, mais je n'en tiendrai pas compte, de vous parler aussi, mais encore une fois, c'est difficile s'il n'y a pas le livre sous les yeux, de ce numéro de critique que vous ne pouvez pas avoir, parce que je me le suis procuré hier, clandestinement, rue Bernard Palissy, vu que les éditions de Minuit ne sortent ce volume que dans quelques jours, qui s'appelle « Penser la catastrophe », et où, en ce qui me concerne, il y a une chose précieuse, il y a un article intéressant et long de Marielle Massé, qui est consacré à mon bouquin écologique, sous le nom d'éco-poésie. À part ça, il y avait bien entendu éco-poésie. À part ça, bien entendu, il y a Jean-Pierre Dupuis, mais beaucoup de monde, c'est les penseurs de la catastrophe, ça et là, des souvenirs de René Thom, beaucoup de choses Shalansky. Je ne veux pas vous parler de ce numéro, puisque je ne vous parlerai même pas du papier qui m'y est consacré, mais pour ceux qui s'intéresseraient à mes écologies, vous pouvez commencer par Marielle Massé. Bon, alors, l'embarras dont je parle tient aussi à ceci, que je suis extrêmement intéressé par son exposé, et au fond, je pressens que je suis en désaccord peut-être fondamental là-dessus. C'est-à-dire que dans l'écologie dont vous avez parlé comme écologie généralisée, fondamentale, il n'y a plus du tout d'écologie. Ça qui est extraordinaire. Donc, une question, ça serait finalement écho de votre affaire. Oikos, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? J'y ferai quelques allusions, c'est-à-dire à l'affaire de l'habitation terrestre, après tout l'économie, l'écologie, l'éco-poésie, pour cette réflexion-ci, sous le signe de la récapitulation du romantisme européen, dont une des devises ressassées par nous, traducteurs de Hölderlin et traducteurs de Heidegger, c'était le fameux de la Wohnung, de qu'est-ce que c'est, qu'est-il possible encore de penser aujourd'hui par habitation terrestre? Alors on a répété dans les années 60 en traduisant, on a répété toujours, c'est poétiquement Dichterisch wohnen à travers des Mensch, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça a le moindre sens aujourd'hui que de continuer à répéter il faut habiter poétiquement? Oui, habiter poétiquement. Et alors peut-être qu'en fin de ma brève intervention, d'ailleurs, Bernard, vous me permettrez de temps en temps de répondre ça et là, puisque je n'ai pas fait d'exposé. Bon, je vous lirai peut-être, c'est pas sûr encore, à la fin de ce volume, il y a 3 pages d'une interview complètement récente d'un Italien extraordinaire, qui s'appelle Walter Citti, qui est un grand universitaire devenu grand homosexuel, enfin il l'était déjà, mais et qui a publié des livres magnifiques en Italie. Et là, sa page s'interroge, une ville s'est suicidée. Il revient sur ce que c'est que la catastrophe d'Aquila en Italie, où il a enseigné 20 ans, et il dit des choses en ce qui concerne l'habité des humains aujourd'hui, que je vous ferai sans doute entendre en faisant tout à l'heure. Alors, j'essaie quelques généralités qui valent pour moi. Non, parce que j'hésitais, si vous voulez, si je reprenais tel ou tel passage ou inflexion de votre texte pour indiquer des différences. Par exemple, évidemment, je prends volontiers la différence écologie restreinte, écologie généralisée, mais pour l'entraîner dans un sens probablement
inverse du vôtre, l'écologie générale. Et d'ailleurs, là aussi, il faudrait, en relisant, je n'ai pas le même Jean-Luc Nancy que vous, si vous voulez. Finalement, éco-poésie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la question, je reviendrai peut-être à la différence du sens et du non-sens, Jean-Luc Nancy, là, bon, allons-y calmement. Mais pour l'écologie restreinte, alors je vous donne mon sens, qui est aussi très banal, c'est l'environnementalisme, et l'écologie générale, c'est une économie poétique qui est, je vais dire, une vision. C'est-à-dire qui n'est pas un envisagement scientifique des choses, qui n'est pas une pensée scientifique. C'est une pensée que je vais m'expliquer sur vision, bien entendu. Et donc, qui concerne la question la plus générale possible, c'est-à-dire, eh bien, je vais vous faire une citation, là, peut-être un peu inattendue, de Baudelaire. Parce qu'il n'y a pas que Hölderlin qui parle tout à coup d'habitabilité du monde. Si vous lisez soigneusement le livre de Baudelaire un peu étrange qui s'appelle Pauvre Belgique, parce que Baudelaire s'en est pris aux Belges, on ne sait pas très bien pourquoi, il aurait pu s'en prendre aux Suisses, mais aux Français, ça veut dire fondamentalement aux Français. Et alors à un moment, au début, il a une phrase extraordinaire, comment se fait-il, je cite quasi littéralement, que le monde soit devenu inhabitable. Alors je trouve ça assez étonnant parce que Baudelaire n'avait pas lu Hölderlin. Alors c'est exactement les grands termes du grand romantisme européen. Hein. Le monde, Welt, inhabitable, comme l'habitation, est-ce encore possible? Bon. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, pour faire entendre que c'est cette préoccupation-là qui est dans l'écologie générale. Par conséquent, c'est la différence Welt. Pour la dire un peu brutalement, et dans la tradition Uexküll, Heidegger, mais pas le seul, l'animal, c'est sa définition, un environnement, Umwelt. Si vous retirez le poisson de la bouteille, il meurt, etc. Je ne vais pas multiplier les exemples. Tandis que l'homme n'a pas d'environnement. Qu'est-ce qu'il a? Il a le monde. Alors, qu'est-ce que le monde? C'est la question. C'est une pensée de l'ouverture, j'emploie des mots qui sont ceux de la vulgate heideggerienne de traduction, l'apérité, l'ouverture, qui est, comme vous le savez fort bien, le milieu de Jean-Luc Nancy. Ouverture, apérité, qu'est-ce que c'est? Où en sommes-nous avec cette affaire-là? C'est ça, l'homme. Maintenant, alors, on pourrait dire que l'erreur de l'humanisme, qui arrive d'ailleurs à l'erreur, on va dire, écologique restreinte, c'est de dire l'homme n'a pas d'environnement, c'est vrai, il a tous les environnements. Et le sens de la formule de Descartes, ça veut dire que peu à peu, maîtrise et possession de tous les environnements. Hein, il peut plonger à 2000, à 6000 mètres, s'il veut rester longtemps, mais il peut aller aussi, semble-t-il, sur la Lune, pourquoi pas? C'est-à-dire, il est le maître de tous les environnements et il le fait savoir. Mais c'est ainsi qu'il perd peut-être le monde, c'est la différence du monde et des environnements. Donc par écologie dont les écologiques font la monnaie, essayent de faire ça, c'est cette préoccupation du monde. Alors là, je viens à ma deuxième proposition pour cet après-midi, c'est-à-dire l'écologie est une vision, éco-poésie. Qu'est-ce que ça veut dire vision? C'est pas du tout que le poète, l'écrivain ait des visions, ça c'est terminé. Alors j'aime bien reprendre l'expression, disons la fameuse lettre de Rimbaud, qu'il faut que tous les jeunes gens, à un moment, vont se prendre pour Rimbaud, l'être du voyant. Bon, le poème, je dis indifféremment poèmeux ou poèteux, a affaire au voyant. Il n'est pas du tout un voyant. Qu'est-ce que c'est que le voyant? Le voyant, c'est ce qui s'allume, c'est un voyant, oui, le voyant lumineux, simplement, c'est pas le poète, c'est ceux qui s'allument en alerte, des voyants. Donc, ce qui attire la clairvoyance, une certaine clairvoyance, qui ne peut pas être mise à part de la préoccupation, on va l'appeler philosophie poétique, enfin disons essentiellement logique, de la logicité. Hein. La poésie pense, la philosophie pense, même elle ne fait plus que ça, Denken apparemment. On pourrait même dire, pour la parler de la science pense, même si Heidegger n'a pas dit ça, mais
Donc, l'écologie est une vision, ça veut dire qu'elle ressortit à la clairvoyance alertée par des voyants. Qu'est-ce que c'est qu'un voyant? C'est pour ça que je vais dire le caractère poétique de ça. C'est quelque chose qui apparaît, c'est un phénomène, malheureusement, enfin c'est un peu lourd ce que je veux dire, mais ça va très vite, qui n'attire pas pour autant la phénoménologie. C'est pour ça que je suis en train de mitonner un adieu à la phénoménologie, c'est gonflé, sous le titre de la phénoménologie husserlienne, etc. C'est-à-dire la phénoménologie inutile et incertaine. Ça, c'est le chapitre l'an prochain. Ça veut dire d'appliquer la brutalité pascalienne anti-cartésienne à la phénoménologie. Oui, la phénoménologie s'occupe des phénomènes, simplement les phénomènes qui ont lieu maintenant, qui sont pour nous maintenant, elle ne s'en occupe pas, la phénoménologie. Donc, la vision poétique, ça veut dire que c'est une vision, alors maintenant on peut passer, j'emploie tout à coup pour caractériser cette vision qui est une vision logique, qui n'est pas du tout une vision de photographie, tout est là, hein, de l'imagination en tant que logique, profondément logique, formalité logique, elle est essentiellement, je vais m'expliquer, métonymique, métaphorique. Ça veut dire que quelque chose a lieu, une circonstance, donc elle est partielle, c'est une partie du tout. Bon, le tout, il y en aura peut-être, disons, c'est partiel, je vais donner des exemples, dont mon livre écologique est plein. Ça consiste à dire, attention à ça. C'est donc métonymique, mais métaphorique, ou, alors là je vais aussi revenir à Baudelaire, symbolique. Dans certaines circonstances, dit Baudelaire, ce qui a lieu, je ne sais plus comment il dit, quel que soit l'insignifiant de ce qui a lieu, ce qui a lieu, c'est pas littéral, ça devient, il emploie le mot, le symbole de... donc, ça vaut pour ce qui a lieu sous nos yeux, en tant que phénomène, qui est décrit, par exemple, dans un poème, ou décrit, bon, c'est pas un tapé assez décrit, mais qui dit dans un poème, vaut pour. C'est sa valence, on va dire, symbolique, même si je pense que d'ailleurs, en profondeur, la pensée de Baudelaire est symbolique. Ce qu'il entend par symbole, il le déploie et aussi dans l'allégorie, et que c'est ça que je suis en train d'appeler métaphorique, c'est-à-dire valant pour. Par conséquent, à tout instant, de tout exemple, de tout ce qui se passe, alors on pourrait ici s'arrêter et ramasser, il y en a pour des heures. Hein. Moi, quand j'ai démarré mon écologie, c'était, je me rappelle, quelques semaines après l'invasion de la mer du Japon par des grandes méduses, dont chacune était comme une table, et qui faisait que les pêcheurs de la mer intérieure du Japon et pêcherie ne pouvaient plus travailler parce qu'il y avait des méduses de 350 kilos qui partaient. Donc, c'était le cancer de la mer, donc le cancer de la terre. C'était la métastase qui remplissait la mer du Japon. Alors, on peut très bien dire, tiens, c'est dommage, mais dans 15 jours, on parlera d'autre chose. Oui, mais multiplions le gaz de schiste, on reviendra tout à l'heure, ou l'Alberta qui est essorée par les Canadiens, ou bien Madame, comment elle s'appelle, la chef du Brésil, qui vient de faire un moratoire sur le barrage qui devait engloutir 500 km², plus 20 000 Indiens. Chacun a vu ça. Il n'y a que ça tous les jours, tout le temps. Donc, de cette manière, je vous dis pourquoi aussi, on a une ambiance de catastrophe. Le livre que j'ai écrit avant Écologique, je l'ai intitulé « La fin dans le monde ». Je n'ai pas dit la fin du monde, bien entendu. La fin, on entend en même temps F-A-I-M, la fin dans le monde, la fin errant dans le monde. Hein, fin de la philosophie, fin de tout, fin. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Fin du monde. Baudelaire, encore une fois, au passage, pourquoi pas, dans une de ses dernières fusées. J'aime bien fusée, je trouve ça magnifique d'avoir appelé fusée, parce que qu'est-ce que c'est qu'une fusée? C'est un truc qu'on tire dans la nuit et qui éclaire en retombant. Alors, Baudelaire tire des fusées, il y en a une cinquantaine, fusées, ça monte, c'est l'essentiel sublime, ça monte, tu vois, ça s'arrête un peu en l'air, on ne sait pas très bien pourquoi, c'est la retombée, qui est la rechute dans l'imminence, le soulèvement qui retombe en éclairant. Ça retombe en éclairant, hein, comme un soulèvement tunisien. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est qu'il tire, et il a une fusée qui commence comme ça, le monde va finir. Et alors, il fait sa prophétie catastrophique.
pourquoi, comment, il appelle ça d'ailleurs curieusement à un moment le dépérissement de l'âme. Il faudrait reprendre tout ça. Et il insulte, à l'époque ça se faisait, il insulte le bourgeois, l'ignoble bourgeois, etc. Bon, bien entendu, Charles Baudelaire sait très bien qu'il va mourir et que le monde où on se promène en Belgique, le monde continuera d'être là. Mais l'artiste est quelqu'un dont la responsabilité consiste à dire comment est-ce que le monde, notre monde, ce monde, et peut-être un jour le monde, va finir, même s'il sait très bien que dans 100 ans, il y aura encore des humains. Alors, et il dit, c'est sa responsabilité d'artiste. Il peut le dire comme Michel-Ange avec la fresque du jugement dernier ou du déluge. Le déluge, c'est un déluge, voilà, j'annonce le déluge. Alors, non, j'insiste un tout petit peu, j'ai assez incité pour dire, pour moi, l'écologie est une pensée poétique que je peux appeler vision, même si ça n'a rien à voir avec avoir des visions, on n'a plus de vision, tout ça a terminé. Ce qu'il faut chercher à avoir, c'est la clairvoyance qui voit les voyants, et là, il y a toujours la possibilité d'un allègre qui dit mais pas du tout, le réchauffement, il y en a toujours eu, et d'ailleurs des refroidissements, il y en a eu autant, il y a 100 millions d'années, il faisait froid ici, etc. Donc ça ne change pas. Alors, au passage, d'ailleurs, je pense que cette pensée écologique en est une pour qui ça rejoint des choses que vous avez prises chez Guattari, enfin tout le monde, vous savez, du sans précédent. Du sans précédent. Il y a du sans précédent. Parce que la rassurance normale de l'humanité, c'est le nihil novi subsolé. Les hommes se sont toujours massacrés, à vrai dire, ils n'ont même fait que ça va continuer. Non, est-ce qu'il y a du sans précédent, la crise? Les politiques sont toujours, enfin on peut dire entre nous, c'est toujours assez inane la réflexion politique, ça consiste à dire la crise, tiens c'est dommage mais c'est terminé la semaine prochaine. Je me rappelle, moi qui suis extrêmement vieux, que Giscard d'Estaing avait dit, je ne sais pas pourquoi, avait dit on voit la sortie du tunnel. Il y avait donc un tunnel probablement. Même si de maintenant on dit Giscard d'Estaing, après 30 glorieux, non, on sort du tunnel. Bon, le littérate est quelqu'un qui a lu Hésiode, par exemple, ou Husserl, et qui sait très bien que c'est la crise. Simplement, quelle est la crise actuelle? C'est ça la pensée écologique générale. En quoi consiste-t-elle? Pour aller d'un seul bout à ma conclusion, parce qu'il ne faut pas que je bavarde trop, mais je pensais à ça en vous écoutant au fond. Mais qu'est-ce que c'est que le bout? Je dirais que le monde et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, est-ce qu'on va chérir la finitude humaine, diligent au sens latin, la finition de cette finitude qui consiste en vivre à l'air, subsolaire, comme vous voulez dire, respirer. J'en profite pour rappeler que le mot français air veut dire tout ça, c'est-à-dire à la fois eidos, l'aspect. Air, c'est magnifique. De quoi s'occupe la poésie? De l'air. C'est-à-dire du respirable, de la forme, de la silhouette. Quel air? Il avait un bel air, le bel air. Et aria, même si la poésie n'est pas la musique, mais enfin, ce qu'on va appeler mélodie, rythmique, etc. Bon, c'est l'air, s'occupe de l'air. Alors, est-ce qu'on va, d'une certaine manière, en tant qu'artiste, continuer à se soucier de cette triple finitude, parler. Et parler, ça veut dire ne pas s'entendre. Attention, c'est ça que ça veut dire. Parler, ça veut dire la pensée vernaculaire en tant que Babel, c'est aussi un thème très très repris, mais Babel n'est pas du tout la catastrophe. Babel, c'est la richesse du ne pas s'entendre. Les hommes ne s'entendront jamais. Parce que si tu parles en swahili à l'instant, ben je ne comprends pas, ou même en chinois d'ailleurs. Alors, autrement dit, on ne s'entend pas. Et la littérature, l'écriture, ça consiste à creuser la différence entre ces langues qui ne s'entendent pas. Et Antoine Berman, L'épreuve de l'étranger. Alors je vous signale, puisque je fais un peu de publicité pour ma collection, je vous l'enverrai Bernard, je viens de publier un livre posthume d'Antoine Berman, qui est magnifique, qui s'appelle Amyot, l'histoire de la traduction en France. Il parle de Nicolas Orem, Charles V, il montre la grande tradition
royal du comment a commencé la traduction, et en inventant, grâce à Amyot, en même temps la grande prose française. C'est magnifique. Bon, alors, la triple finition, qu'est-ce que je veux dire? Ben, nous parlons, enfin, dans l'ordre, on va dire, nous respirons, nous parlons et nous mourrons. Point barre, triple finitude. Alors, la question, c'est comment en sortir? C'est-à-dire ne plus mourir, on va peut-être y arriver. En tous les cas, il y a des ersatz, tout ça, qui vont en tenir lieu, c'est la longévité. Hein? Quand on dira aux gens, vous en avez jusqu'à 180 ans, ils s'en contenteront. C'est une quasi-mortalité. Donc, d'autre part, le subsolaire, non, on va se déterrestrer, c'était le mot de Jean-François Lyotard, la déterrestration, et en attendant la déterrestration, c'est peut-être pour ça que j'arriverai à brancher City, en attendant, je dirais que ce n'est pas la déterrestration, même si ça nous occupe, c'est l'extraterrestration. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on s'extraterrestre, qui tend, c'est-à-dire le devenir extraterrestre qui est fabulé, montré par des films, un tas de choses, les extraterrestres magnifiques, mais c'est justement peut-être le rapport à l'inhabilité du monde qui est une extraterrestration. Oui. Alors, donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, donc le programme de chérir cette triple finitude, ou bien, eh bien, de vaincre. Babel, c'est sur le point, c'est-à-dire les langues vernaculaires étant ce qui retarde les échanges marketing instantanés, ou comme ils disent, oui, le temps réel, je sais pas quoi. Donc on va en sortir. De la mort, c'est pas encore tout à fait achevé, mais enfin, on a jusqu'à 150 ans. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? L'air. Oui, ben ça, c'est l'habitacle, justement. L'habitacle de la fusée. C'est-à-dire, on va appeler ça l'apesanteur. J'aime bien, il y a des poètes comme Dupin, ou avant le vieux Guy, qui avaient des poèmes qui s'appelaient Gravir, ou la gravité. La gravité. Ben, être en apesanteur. Au fond, qu'est-ce qu'aiment les gosses dans les films, ça? On est en apesanteur, c'est formidable. On peut dire que la transformation d'un habité terrestre dans une recherche d'habitacle en apesanteur, alors là, tous les architectes qui se quel genre de cité faisons-nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça rentre là, un devenir, on va dire, extraterrestre. Alors, autrement dit, l'éco-poésie ou l'écologie en tant que vision, qui dit l'affaire n'est pas du tout environnementaliste. L'Umwelt, c'est pas parce qu'on ramassera les boîtes de conserve qu'on va arranger tout ça, bien entendu c'est mieux, sac vert, un sac bleu, mais c'est pas à la hauteur. L'Umwelt, devenez tous environnementalistes. Alors oui, tout le monde, même les socialistes, sont environnementalistes, mais ce n'est pas à la mesure du problème. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde? C'est là où la pensée poétique, je l'appelle maintenant la poétique d'ailleurs, la poétique, il ne faut pas dire la poésie, la poétique c'est la pensée qui pense à en poème, pensée à, qui pensée intransitive, pense un poème, en pensant à la possibilité d'écrire un poème. Je ne sais pas comment dire ça, c'est la poétique qui fait médiation d'ailleurs entre, on pourrait dire, la philosophie traditionnelle et, bien, disons, la fable, la littérature, ou la chose à venir, je ne sais pas quoi, mais c'est la poétique qui remplace pour moi, c'est peut-être une formule un peu grosse, justement la phénoménologie, la poétique. Bon. Alors, il y a peut-être d'un côté ce chérissement que j'ai évoqué. Quelqu'un, on en parlait tout à l'heure à table, m'a demandé ce que j'avais entendu appeler par attachement. L'attachement. Oui, vous avez eu l'amabilité de citer ce thème d'un petit volume. Il dit l'attachement terrestre. L'attachement. On est, par exemple, quand on est chez vous, on est assez attaché. Oui, c'est attachant. Et puis, alors là, je ne vais pas continuer, mais ça serait trop long. Mais si vous voulez, c'est pas vous dire que au fond, Guattari, c'est extraordinaire, parce que j'observe d'ailleurs, si vous voulez bien, que Guattari est un homme de l'ancien âge. C'est quand est-ce qu'il est mort, Félix? Mais je veux dire, il n'a pas vécu notre existence scrinisée. Il était d'avant. Il n'avait pas... parce que sa technologie frénétique qu'il appelle l'écologie, c'était, et vous dites post-médiatique, mais
Non, je dirais c'est pré-médiatique. Voilà. Si vous voulez, tout à coup, en vous écoutant rassembler la pensée de Guattari, que attention, je respecte beaucoup, mais c'était quand même, c'est une pensée qui est un peu confiante dans la technologie, qui ne sait pas du tout ce que c'est que l'âge du culturel, c'est-à-dire l'apogée du capitalisme en âge du culturel, et qui... enfin, bon, j'ai pris 2, 3 petits mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas, autrement dit, ce que dans sa suite, vous avez montré comme étant l'écologie, votre technologie, post-médiatique. Mais comment post-médiatique? On est entré dans les médias, nous sommes dans les médias, nous avons une existence entièrement scénarisée. Je rappelle que le réel d'aujourd'hui, c'est l'image en tant qu'on l'attend sur nos écrans et qui va nous permettre de vivre en direct. C'est pour ça que je dis souvent aussi, c'est encore un petit rappel de la poésie dans son 19e siècle. La vraie vie est absente, disait l'autre. Alors, les jeunes gens disent formidable, pour moi aussi. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que la vraie vie est présente. Elle est présente à l'écran. Et on nous y invite à toute seconde, on nous invite Leben Auto. Leben Mercedes, vous avez vu ça dans la publicité? Vivez en direct. Vivez en direct la course olympique, nous vivons en direct. C'est justement l'image, ce qu'on entend par image, et qui n'a pas à voir, enfin, avec l'image des poètes, Baudelaire, ma grande, ma primitive passion, le culte des images, qu'est-ce que c'est que ça? L'image, c'est justement la vraie vie en tant que la vraie vie présente à l'écran, en image, c'est ce à quoi une propagande, une publicité, c'est plus que la propagande n'a jamais été forte sous aucun régime, à tout instant, sur tous les écrans, nous invite ça. Donc, je vais sans doute m'arrêter là-dessus. Donc, quand j'entends ce que vous rapportez de Guattari en tant que post-média, non, je dirais, nous entrons dans le média. Un dernier mot. Au fond, justement, autour de médium et de poésie, le langage, ça veut dire la pensée qui pense en parlant, et j'ajoute en écrivant, penser, parler, écrire, le même. J'appelle parfois aussi logos, ou la logicité, n'est pas un médium parmi d'autres. Elle est cependant de plus en plus considérée, et il ne dépend pas de moi, une personne de dire mais il a tort, il a tort. Elle est de plus en plus, il est de plus en plus le langage langue est de plus en plus traité comme un médium parmi d'autres. Oui, tu écris des phrases, c'est sympathique, mais moi je préfère la pâte à modeler. Et bien, un exemple dont je me suis déjà servi, alors si jamais c'est tombé dans vos oreilles, pardonnez-moi, je fais allusion à l'excellent Cac, le Brésilien, dont le poème consiste en ceci: il s'injecte des nanotechnologèmes à je ne sais quelle hypodermique profondeur, ça fait des lueurs dermiques, enfin hyperdermiques, là, elles sont photographiées, elles sont affichées, exposées, c'est le poème. Et oui, alors, la poésie est devenue homonymique. D'innombrables choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles, c'est le problème, entre elles. Des prestations, des performances, des lectures dans le vieux style, comme je fais. Ça s'appelle poésie. Donc il y a une question d'homonymie. L'homonymie est le voile de l'ignorance. Il faut sortir. Donc, voilà. Alors je vais m'arrêter là-dessus parce qu'au fond, peut-être que tout en parlant d'écologie, on est d'une certaine manière dans l'homonymie. Hein. Alors j'aurais voulu aussi dire des choses sur Jean-Luc Nancy, parce que pour moi, pour lui, Jean-Luc Nancy, c'est le non-sens, c'est le sens. Le sens, c'est le non-sens. Donc
comment dire, n'oublions pas qu'il fait la déconstruction du christianisme. Alors, ça ne va pas tout à fait ce que vous avez dit lui à la fin. C'est une suite Heidegger-Derrida, et donc je ne pense pas que ça puisse être mis tout à coup du côté de ce que vous, c'est une question, hein, du côté de ce que vous avez rassemblé comme écologie générale post-Guattari. Question. Voilà. Je m'arrête.